Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour, bienvenue à cette toute nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazure. Jean-Paul? Oui, bonjour Joanne Lazure. Oui, c'est Jean-Paul Lheureux. J'aime beaucoup l'azur, moi. C'est vrai, hein? Ça inspire les vacances, le soleil, le ciel. C'est vrai. Ben, c'est tout toi, ça. Mais tu sais, Jean-Paul, moi, quand il y a pas si longtemps que ça, je dirais peut-être une quinzaine d'années, juste de voir écrire mon nom, Joanne Lazure, ça faisait des petits fourmillements dedans. Oui, c'est fascinant. Hein? Je suis pas sûre que j'aimais vraiment mon nom. Pas que j'aimais pas mon nom, mais ce que ça représentait. C'est comme si intérieurement, je sentais que ce nom-là allait peut-être être inspirant, effectivement. Alors, sûrement. Tant mieux, oui. Alors, l'azur avec un E, ça va de soi. Oui. Non pas l'azur comme le ciel. Là, tu arrives de voyage, je pense, hein? J'arrive d'un petit voyage au Québec. Ah, t'es allé au Québec, oui. Alors, en fait, on s'est présenté la semaine dernière. En fait, je suis de retour depuis hier soir. Tard. Ah, OK. En fait, non, depuis quelques heures. Plus quelques jours, au fond. Nous sommes allés, mais on n'était pas seuls. En fait, on était une centaine d'exposants. On est allés se rendre dans la belle région de Chicoutimi. Ah, ça, c'est beau. Ah, c'est un bel endroit. Alors, c'était le Salon Santé Spiritualité qui avait lieu les 7 et 8 novembre dernier, chapeauté par une dame de cœur qui est Linda Langevin. Linda qui organise avec... Langevin, c'est Langevin. Oui, c'est vrai. Et hein? Langevin. Une dame de cœur, une dame qui aime réunir les gens, qui ont aussi un cœur, en fait, de partager un peu ce qu'on a nous-mêmes découvert dans notre vie. Hein. Et Linda, donc, organise ces salons-là. Il y en aura un prochain également à Drummondville l'an prochain, au mois d'avril. Et un peu plus tard, Robertval, Chicoutimi. Mais ce qui est intéressant, c'est que sûr que de Laval à Chicoutimi, là, c'est presque 6 heures de route. Oui, c'est vrai. Et vendredi, c'est pas qu'on se rappelle, mais il pleuvait. Ben oui, C'était pas agréable. C'était pas super agréable, mais tu sais, le fameux parc que nous avons. Le fameux, oui, c'est le cas de dire. Je me rappelle pas comment il s'appelle, le parc de quoi? Le parc des Laurentides. Ah bon, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y avait des orignaux qui traversaient? Ah, non, Est-ce qu'il y avait de la neige? On les a pas vus, mais effectivement, quand on arrive dans le parc, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, je me croise mes doigts. Je mets plein d'anges sur la route. Oui. Parce qu'on sait jamais quand il va neiger. Même l'été. Bon, peut-être pas au mois de juillet, Jean-Paul, quand même. Quoique, mais c'est vrai, il y a tellement de côtes, mais quelle majestuosité! Ah. C'est vraiment magnifique, c'est inspirant. Mais là, cette fois-là, dans cette traversée de 2 ans, là, il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de nuages. Puis ça, à un moment donné, on a l'impression là, que, bon, c'est un peu comme la vie, hein? Le mois de novembre, quelquefois, il est un petit peu tristounet comme ça, puis on a l'impression que tout nous arrive, et puis est-ce qu'on va finir par trouver la lumière au bout du tunnel, hein? Même après, avec la mort en tant que telle, on va en parler tantôt. Mais quel bonheur de voir que, évidemment, le vent, là, ça amène pas juste les nuages, ça les chasse aussi. Puis là, vers la fin du parc, quand on arrive près de la région de Jonquière, ou dans ce coin-là, on commençait à voir des petits bouts de ciel bleu. Imagine que nous avons été accueillis par un immense arc-en-ciel. Ah oui? Ah non, mais tellement extraordinaire. Tout le monde en a parlé tout le week-end. Et je dois avouer que je l'ai pris un petit peu personnel. C'était mon arc-en-ciel. C'est toi qui l'avais amené de Laval? Non, mais c'est parce que je disais que c'était mon arc-en-ciel, en fait. Hein? Ben oui. Parce que je m'en allais là-bas, Chicoutimi, donc dans un but de présenter mon nouveau petit bébé, le livre, qui a été très, très bien accueilli. Oui? Je vais en parler tantôt. Et l'idée dans tout ça, c'est que quand j'ai vu cet immense arc-en-ciel-là, tu sais, quand il y a beaucoup de nuages, évidemment que c'était tout au loin, et le ciel était noir. Et on était capable de voir les 7 spectres de l'arc-en-ciel. Mais tellement magnifique, et pas juste d'un côté, se terminant également de l'autre. Ah oui, il était total. Ah non, mais vraiment total. C'est rare, ça, hein? C'est vraiment très rare. Puis pour nous, là, c'est comme si tout Chicoutimi nous accueillait pour nous dire bienvenue. Et moi, j'étais dans l'auto, puis je disais, oh, merci. Je disais merci à tous mes anges, tous mes guides, et à ma Sylvie, hein, puisqu'on sait que c'est à l'âge de 33 ans, en 96, que ma vie a basculé quand au départ de mon amie Sylvie, qui était ma cousine, ma meilleure amie,
En fait, j'ai vraiment accueilli ces dons-là d'une part, et c'est à la fin de ses funérailles, à la fin de la journée, quand on est revenu à la maison, qu'on a vu cet immense arc-en-ciel-là. Alors pour moi, arc-en-ciel égale Sylvie. J'en parle d'ailleurs dans ce livre-là. Alors j'étais en pâmoison en disant « Oh, merci, merci ». J'avais l'impression que le soleil revenait dans notre vie, et on était accueillis par les gens de Chicoutimi. Mais il n'y en avait pas juste un, Jean-Paul. Il y en a un autre qui est apparu. Il y a un autre arc-en-ciel? Il y avait un double arc-en-ciel. Ah. Vraiment. Mais peut-être pas aussi clair le deuxième mais que le premier, mais c'était le summum, évidemment. Alors, tout le monde en a parlé. Tout le monde était comme, quel beau cadeau. Et c'est vrai que l'arc-en-ciel nous indique que c'est un peu le pont, hein? On dit que Dieu, entre guillemets, ou la divinité a pu placer l'arc-en-ciel... après le déluge. Après le déluge, dans un but de montrer justement que... Il n'y en aurait plus d'autres. On souhaite, mais malgré qu'à Chicoutimi, on se rappelle qu'il y en a eu quand même un. Il y a vraiment, Jonquière, en fait, il y a plusieurs années de ça. On se rappelle de la fameuse petite maison qui restait intacte. D'ailleurs, une amie de là-bas m'avait donné un petit cadeau il y a quelques années en me disant, ça représente un peu ce que tu es pour moi. Et elle m'avait offert la petite maison, justement, qui était restée bien solide malgré toutes les épreuves. Et quand j'avais reçu ça, j'étais tellement touchée, je m'étais mis à pleurer parce que c'était une façon de dire merci, puis en même temps, un petit coucou, en fait, de dire, oui, ça fait plaisir et ça fait du bien de se faire épauler. Alors, un petit bonjour en passant à tous ceux qui étaient là, donc près de 100 exposants. Il y a près de 1800 personnes qui se sont présentées en week-end, donc un bain d'amour. J'ai présenté 3 conférences là-bas. Et donc, un petit coucou à Lucie, Janine et à France qui vont se reconnaître. Et encore un grand, grand merci à toute cette belle équipe, Linda Langevin incluse. Donc, Chicoutimi, nous sommes de retour. Mais surtout, c'est que à des moments, j'ai pu partager donc le livre, entre autres, avec plein d'histoires aussi. Et la 3e conférence, Jean-Paul, c'était les défunts nous contactent, en fait, les défunts nous parlent ou nous apparaissent ou en fait nous donnent signe de vie. C'est plutôt ça. Les défunts nous donnent signe de vie. Sommes-nous à l'écoute ou apeurés? Oui. Ça dépend, hein? Habituellement, ça nous fait peur. Pourquoi ça nous fait peur? Si un fantôme nous apparaît... Mais ça, c'est le cinéma qui n'a pas aidé. Là, aussi, parce que moi, je te dirais que c'est pas les fantômes ou les personnes décédées qui me font crier. C'est plus les vivants. Les vivants? Pour vrai. C'est arrivé maintes fois que quand à la maison, par exemple, ça m'est arrivé une fois que j'étais en train de plier des vêtements tout doucement dans la salle de bain. Puis, évidemment, je suis en contact, donc je suis dans ma bulle. Hein. Je suis vraiment... Il n'y a pas d'autres personnes autour de moi que ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Puis, effectivement, tout se fait souvent par télépathie quand il y a des contacts de personnes décédées. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais tournée de côté et mon conjoint était apparu dans le cadrage de porte. J'ai tout laissé tomber avec un cri de mort. Alors, il y a eu même l'idée, à un moment donné, de mettre de la petite monnaie dans ses poches pour faire du bruit, pour annoncer. Attention, Joanne, là. J'arrive, là. Il y a un moment, d'ailleurs, mémorable où, à ce moment-là, j'avais une de mes amies, son père était en train de mourir. En fait, il était en train de faire le passage, puis elle m'avait dit, écoute, peux-tu venir? Mais je dis, non, je peux pas, j'enseigne ce soir-là, mais je vais être en pensée avec toi. Et toute la soirée, régulièrement, je vérifiais, qu'est-ce qui se passait, puis et c'était une bonne amie, je l'aimais beaucoup, ce monsieur-là également, donc j'ai fini d'enseigner vers 10h le soir, je fais quelques textes et tout. Finalement, il est rendu minuit. Je suis fatiguée, mais j'ai surtout faim. Oui. J'ai faim. Alors, à minuit, donc, j'arrive dans le réfrigérateur, mais prenons l'idée aussi que j'ai toujours dans ma tête que le monsieur, où est-ce qu'il est rendu? Donc, c'est comme si tous mes sens étaient en éveil. Je suis dans le moment présent. Je suis dans ma bulle. Et là, j'ouvre le réfrigérateur. J'arrive donc le nez collé pour savoir qu'est-ce que je vais manger. Et au moment où je ferme la porte du réfrigérateur, je me retrouve automatiquement devant mon conjoint, de l'autre côté de la porte du réfrigérateur, en petite tenue, et le cri de mort que j'ai fait, lui aussi d'ailleurs, en fait, on s'est répondu l'un et l'autre. On a tellement crié, tellement ri, évidemment, en disant, mais qu'est-ce que tu fais derrière le réfrigérateur? C'est comme, c'est parce que j'habite la maison aussi. Mais oui, mais t'es censé d'être couché? Oui, alors je me suis réveillée. On a pris 15 minutes, en fait, à se calmer, le cœur balançant d'un côté et de l'autre. Donc, c'est un petit moment agréable, un petit moment où on se rappelle, en fait. Mais c'est justement, le but de se rappeler, c'est que plusieurs personnes ont peur de ces contacts-là. Et le mois de novembre, Jean-Paul, c'est un mois qui, on dit,
en fait, le mois des morts. Oui. C'est un mois, donc, où il y a plus de présence. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les transitions qui ont besoin d'être faites, ça va de soi. Autant pour nous, les personnes vivantes, en fait, parce que souvent, le mois de novembre nous indique, je dirais, des fins de passage. On se prépare, là, présentement, d'ici quelques jours, à commencer, je ne sais pas si vous êtes comme moi, à commencer à penser aux décorations de Noël. Ben, j'en ai vu déjà, moi. Il y en a beaucoup. Il y a déjà des lumières. Oui. Autour de ma fête, donc vers le 8 novembre, là, le Père Noël commence à arriver. Déjà, on fait les listes de Noël et c'est tellement extraordinaire. Parce qu'il fait noir, là. Il fait noir de jour. Très tôt, hein? Le matin tard, puis et le soir tôt aussi. Donc, il commence à faire de plus en plus noir et on a besoin de mettre de la lumière dans notre vie. Donc, les décorations de Noël, vivement. Et qui dit lumière dans le ciel, dit aussi étoiles. On a vu un ciel étoilé extraordinaire dans la région de Chicoutimi. J'avais jamais vu autant d'étoiles. Quel beau moment. Et on va se quitter tout de suite avant la pause en disant, lorsqu'il pleut, cherche les arcs-en-ciel. Et lorsqu'il fait noir, cherche les étoiles. Nous sommes de retour à la vie enchantée. Alors Jean-Paul, on a parlé donc de Chicoutimi. Oui, on a commencé à parler également des personnes décédées. Au travers de ces conférences-là, plusieurs questions m'ont été posées. Oui. En fait, à la base, beaucoup de personnes sont, je dirais, intéressées, curieux, ont envie de démystifier. Et ce qui résumait beaucoup ce qu'on m'expliquait ou ce que les gens que j'ai rencontrés lors du salon me demandaient, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre un petit peu plus comment on prépare notre vie? Et les gens me disent, mais comment ça se fait qu'il y a autant de morts de ce temps-ci? Il y en a beaucoup. C'est vrai, j'ai remarqué dans les hôpitaux, par exemple, novembre, décembre, est-ce que c'est parce que c'est l'hiver? Je ne sais pas. Hein? Il y a beaucoup de décès. Oui, définitivement. Et je dirais même depuis les 2-3 dernières années, on voit qu'il y en a vraiment plus. J'ai rencontré un directeur de funérailles et d'événements qui disait que mais il n'y en avait jamais vu autant. Il y a même un prêtre qui disait, ben là, j'espère que le bon Dieu va arrêter d'en commander l'autre côté. Je fais rien que ça des cérémonies religieuses. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, évidemment que personne pourra passer à côté de cette étape-là. Et malheureusement, c'est une étape qui n'est pas vraiment bien comprise. Alors, évidemment, j'aurai le goût d'en parler dans les prochaines chroniques, mais aujourd'hui, je veux surtout parler principalement parce que ça m'a été demandé et j'ai terminé la conférence dimanche soir avec ça. Beaucoup de personnes en fin de vie actuellement, dans les soins palliatifs, des gens qui sont nouvellement malades, dans le sens qu'ils ont eu une courte maladie abrégée, mais avec beaucoup de souffrance, ou des gens qui ont été très malades depuis bien longtemps. Certains, sinon la plupart, vont quitter le plan terrestre avec une forte médication. Oui, une forte médication et beaucoup de médicaments. Beaucoup de pilules. En tout cas, tout ça. Mais c'est une réalité. Alors, évidemment que... Enfin, on ne met pas en doute l'importance de ça, parce qu'on est d'accord que être souffrant, ça mine non seulement l'énergie. On n'aime pas ça, nous, en tant que vivants, voir nos proches souffrir. Hein. On s'entend déjà que on sait que la fin approche en quelque part, où la transition s'installe tranquillement. Donc, c'est sûr que ça fait partie des protocoles, et avec raison, de donner beaucoup de médicaments en fin de vie. Pour pas souffrir. Hein, évidemment, ça va de soi. Hein. Et c'est quelque chose que l'on observe, je dirais, depuis à peu près 3 ans, justement. C'est nouveau, en fait, pour moi, dans la pratique ou dans la façon de voir les personnes décédées. Ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils quittent, sont médicamentés, par exemple, avec de grandes doses de morphine. Donc, beaucoup de médicaments, finalement, qui est gel. Il n'y a pas de mal à ça, là. Sauf qu'une fois que la personne est décédée, elle demeure. Une partie de son énergie demeure gelée. Par justement certaines grandes doses de médicaments. Alors encore là, on n'est pas là d'en dire c'est correct ou c'est pas correct, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'on en réalise. Et il y a quelque temps de ça, j'ai une dame qui est venue à la maison pour qui est venue en soins, en rencontre plutôt. Pas à la maison, mais en rencontre, et qui, lorsqu'elle avait pris son rendez-vous, c'était dans un but de faire le point dans sa vie, comme habituellement. Et quelques jours après, donc quand au moment je la vois, je lui dis, mais comment ça se fait que ton père est décédé? J'étais pas au courant que ton père était décédé. Elle me dit, ben oui, il est décédé il y a 2 jours.
Donc, il était à côté d'elle. Et j'ai dit, je vais te montrer comment il se présente. Alors, j'étais comme assise, je dirais les épaules par en avant, l'air hagard, un peu comme si j'étais endormie. Puis elle me dit, mais comment ça? Et je lui ai dit, mais derrière lui, il y a son frère. Et qui est décédé aussi, qui lui, il est tout vivant, là, lumineux, en quelque part, souriant, qui a les 2 mains sur ses épaules. Et ce qu'il fait, c'est qu'il me dit qu'il va prendre soin de lui, entre guillemets, le temps qu'il dégèle. Dans le sens qu'il a eu, évidemment, une fin de vie largement et lourdement médicamentée. Et que là, une fois décédé, c'est comme s'il y avait encore les effets de cette médication-là. C'est intéressant parce que c'est nouveau, ça. C'est pas quelque chose qu'on voit depuis. Et on est d'accord que, évidemment, il y a des raisons à ça quelque part. Il y a des protocoles qui sont qui sont mis en place dans un but d'abréger, évidemment, la souffrance. Et un autre un petit peu plus rigolo, en fait. C'est rigolo, mais en même temps, c'est un petit peu dramatique. Pour le monsieur, en fait, une personne que j'ai rencontrée. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, puis je lui ai dit, mais c'est un homme qui est vraiment pas content. Ça fait, je dirais peut-être comme 10 mois, un an qu'il est décédé. Alors, ben, dit oui, c'est mon oncle un tel, en fait. Et le monsieur était vraiment pas content parce que il venait de réaliser qu'il venait de décéder, qu'il était mort. Ça faisait déjà 10 ans, 10 mois plutôt, plus presque un an, effectivement. Jean-Paul, qu'il était décédé. Lui, il venait de, entre guillemets, de dégeler, de réaliser qu'il était décédé. Mais là, en fait, une fois le constat fait, il réalise en fait que les funérailles sont passées. Il n'était pas là, aux funérailles. Il n'a pas assisté donc à tous les moments heureux parce qu'il y a beaucoup d'amour souvent dans ces temps-là, la famille, les amis. Il avait également réalisé que la maison était vendue, que l'héritage avait été liquidé. Pour ceux qui étaient furieux. Oui, il n'était pas là. Puis en plus, sa compagne avait trouvé quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant de voir que, évidemment, il a fallu expliquer pourquoi. Évidemment aussi, qu'est-ce qui l'avait rendu aussi malade pendant ces années-là. Parce que ça aussi, c'est important. Qu'on soit conscient de notre vivant ou une fois en passage de l'autre vie, on aura toujours un bilan à faire, à savoir quels sont les états d'âme, quelles sont les situations qui nous auront mis, je dirais, dans différents états d'âme et qui aura rendu le corps malade. Éventuellement, on a cette réflexion-là à faire. Mais à l'inverse, Joanne, je me demande, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui va décéder dans de très grandes douleurs atroces et qui en décède, est-ce qu'il traîne cette douleur-là de l'autre côté? À l'occasion, ça arrive. Je me souviens de ma tante Louisa, en fait, qui, elle, est décédée physiquement. En fait, elle a été frappée par un autobus. Elle est tombée sur la tête et elle est décédée quelques heures après d'une hémorragie cérébrale. Et quand elle m'est apparue, en fait, elle se tenait la tête. Donc, douleur encore. Et elle avait mal à la tête, puis elle me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, c'était tellement sous un choc. Puis elle est apparue chez nous dans la chambre à coucher. Puis ben, OK. Le téléphone sonnait en même temps pour m'annoncer qu'elle était décédée. J'ai pas osé dire à la personne, ça donne bien. Oui, je le sais. Je viens de le savoir. Mais elle a quand même été plusieurs jours jusqu'à ses funérailles me demandant comment ça se fait qu'elle avait si mal à la tête. Alors, elle n'avait pas pris conscience, d'une part, qu'elle était tombée sur la tête, mais aussi certaines personnes vont, en quelque part, tellement vivre leurs états d'âme ou leurs souffrances physiques que ça fait tellement partie d'eux qu'en même temps, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent éventuellement le dégager, le libérer et faire la paix avec ça. Alors, autant il y a des gens qui se sentent tellement libérés de leur souffrance. Oui. Il y en a qui l'ont, effectivement. D'ailleurs, j'ai une de mes tantes qui, je sais pas si, je me souviens de l'avoir raconté dans une des conférences, en fait, mais je me rappelle pas si je l'ai raconté à la radio. Ma tante qui était couchée dans un cercueil et qui, en fait, le cercueil était ouvert ou fermé, ça change rien, là, mais elle passait son temps à se lever de son cercueil. Elle allait s'asseoir sur un sofa. Ah oui, tu l'as compté. Et c'est ça, et elle se promenait, donc elle faisait le tour comme ça régulièrement. Puis je demandais, mais pourquoi tu fais ça? Et elle venait de réaliser qu'elle avait plus mal. Alors encore là, Jean-Paul, il n'y a pas de formule magique à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour moins souffrir. Mais nous, là, en tant que personnes vivantes, et que nous avons quelquefois des gens accompagnés,
c'est important de réaliser que la personne soit fortement médicamentée, ce qui l'amène souvent dans un état semi-comateux, évidemment. Que la personne, par exemple, soit dans un état léthargique, on sent qu'elle s'en va. En fait, ou au contraire, elle est là, mais bon, peut-être que la maladie d'Alzheimer, quelquefois, fait beaucoup de ravages dans la personne, elle n'est pas là. Quelles que soient les consignes, c'est important de se rappeler que la personne là, qui est en train de faire son passage, elle entend. Elle entend ce qu'il dit. Et elle n'entend pas juste ce qui est dit verbalement. Elle entend également ce que vous pensez. Wow. Puisque, un peu comme nous, quand on dort profondément, là, où on est sur le point de dormir, on se rappelle qu'on est dans un état altéré de conscience, puis quelquefois, les bruits sont plus forts, ou nos perceptions sont plus grandes, c'est la même chose. Okay. Alors, c'est important que lorsque l'on accompagne une personne, que ce soit à la maison, que ce soit dans un centre hospitalier, que ce soit dans une maison de soins palliatifs, dans un CHSLD, bon, il y a plein d'endroits, là, faisons attention à la façon de se présenter dans la pièce à côté. De pouvoir, c'est correct qu'on pleure, puisque ça se peut qu'on ait des émotions. Ça se peut qu'on ait de la peine de se quitter. C'est OK. Évidemment, peut-être pas en criant ou en arrachant les dents, en disant « Mais ne t'en vas pas, pourquoi tu me fais ça? » C'est important de voir que ça crée évidemment des émotions chez l'autre aussi. On se doit d'être rassurant. On se doit d'être un petit peu plus calmant. Faisons attention à ce que l'on pense également. C'est le temps de lui dire que nous l'aimons. Dans un but de pouvoir permettre à ce que la personne ait un état d'âme rempli d'amour. Mieux, oui, exactement. Ouais. Alors, on peut, dans certains cas, même placer un petit peu de musique dans les oreilles de la personne ou tout près. On pourrait mettre des musiques qu'elle aimait. Ça fait du bien. On le sait, la musique, c'est un peu les paroles de l'âme. Alors, c'est important. C'est pas le temps, même de l'autre côté du corridor, de parler des funérailles, de disputes entre certains membres de la famille. C'est pas le temps de faire ça. C'est pas le moment, évidemment, en présence de la personne. Plus important, donc, de pouvoir également, pendant le mois de novembre, que ce soit nos personnes que nous accompagnons dès maintenant ou ceux et celles qui nous ont quittés depuis un petit moment, on pourrait prendre le temps, si on le veut, d'allumer un lampion, par exemple, avec leurs images, dans un but de leur souhaiter bon voyage. Pourquoi qu'on rêverait, d'ailleurs, à certaines personnes décédées? C'est une question qui m'a été posée pendant le week-end. À des moments, on rêve à une personne, elle est toute lumineuse et souvent, la personne va se présenter sous un regard plus jeune. Pourquoi? Oui. Puisque souvent, elle se présente dans une image où elle était bien à cette époque-là. Ah. Alors, quand on rêve à une personne, ou à des moments, on peut être endormi, puis on voit que la personne est comme dans le coin, parce que ça peut arriver, dans une pièce, elle se présente sous un état comme ça, donc quelquefois souriant, c'est vrai, ou encore là, dans un aspect un petit peu plus jeune, c'est un peu dans un but de nous montrer qu'elle est bien, cette personne-là. Alors, à ce moment-là, on peut à nouveau lui signaler que nous l'aimons. C'est drôle que tu parles de ça, parce que cette semaine, moi, j'ai rêvé que j'étais à l'école. OK. Il y avait un professeur qui avait posé une question avec humour, mais je me rappelle pas qu'est-ce que le professeur avait demandé. Okay. Et à côté de moi, il y avait Charles Aznavour, jeune. Oui. Qui était très souriant, puis on s'est mis à parler de Sacha Guitry, qui était si drôle et tout ça. Alors, c'est drôle que tu dises ça, parce que quand je me suis réveillé, je dis Charles Aznavour, est-ce qu'il est décédé? Non, je crois pas, en fait. Non, on n'a pas entendu. On aurait entendu parler. On en aurait entendu parler, Alors, j'ai rêvé à lui cette semaine, mais il était jeune, comme tu dis, là, et plein d'humour, là, plein de bonne humeur. C'était agréable. Mais on était à l'école, puis il était mon voisin de bureau, là. Et la personne qui était décédée, c'était Sacha Guitry, c'est ça que tu disais? Oui, qui lui est décédé. Oui, il y a très longtemps. Alors, c'est possible qu'ils se soient connus, en fait, dans cette vie-ci. Oui, ils se sont connus, sûrement. Ça, c'est sûr. Alors, peut-être qu'en quelque sorte, ils se font un petit coucou mutuellement l'un et l'autre. Ouais. Je peux pas faire Nicole Gratton de moi-même, une amie que j'aime beaucoup. Tiens, je vais demander à Nicole. Mais oui, tu pourras nous donner des nouvelles en tant que tel. Mais c'est important. Mais c'était un rêve agréable, parce que moi, Aznavour, je l'aime beaucoup. Oui. C'était de voir comment il était jeune, pour revenir à ce que tu viens de dire. Ça pourrait être intéressant, en fait, de pouvoir voir peut-être que cette musique-là pourrait éventuellement t'apporter, toi, une espèce de bien-être en tant que tel. Ça, c'est sûr. Alors déjà, justement, qu'on soit vivant ou une personne ou décédée, même de plus en plus, on peut le faire dans les salons funéraires, entre autres. C'est drôle parce que dans mon rêve, je dis à Charles Aznavour que ma chanson préférée qu'il a fait, c'était Les Jours Heureux. Bon. Je pense que là, on a... Une chanson qui n'est pas très, très populaire, qu'on entend
pas souvent. Pas vraiment. Mais moi, j'adore cette chanson. Et on pourra la réentendre et la réécouter éventuellement. Pourquoi pas? Et mettre de la joie dans son cœur. C'est vrai. Alors, c'est justement, on pourra donc même placer ce genre de musique-là, même pendant les funérailles. L'importance également que quand on organise des funérailles, ce ne sont pas nos goûts à nous, mais de se placer quelques instants dans la peau de l'autre personne en disant, mais qu'est-ce qu'on aimerait lui montrer? Alors, on se revoit tout de suite après la pause, mais en attendant, on va se dire, lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes ou de femmes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Nous sommes de retour à La Vie enchantée. Alors, Jean-Paul. Oui. On a parlé un petit peu de nos personnes décédées, l'importance des funérailles. C'est important, les funérailles. Oui. C'est important, ces rites-là. Parce que le défunt est là, que tu dis. La plupart du temps. Ouais. Ça arrive, par exemple, Jean-Paul, que les personnes décédées ne soient pas présentes à leurs funérailles. Ça arrive. Ah oui? Oui, c'est arrivé. Je me souviens d'une amie qui était décédée d'un cancer du sein. C'est une personne qui était très joyeuse, très animée. C'était une dame qui dansait de façon professionnelle et magnifique. Et j'avais, évidemment, pour rendre hommage à la famille, mais également à la personne, à mon amie, je m'étais rendue au salon funéraire et elle n'était pas là. Ah. Son urne, avec les cendres, oui, mais pas là du tout. Et c'était... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est rendue? Et je l'entendais sourire, rire. Elle était heureuse d'être enfin libérée. C'était une femme qui avait eu beaucoup de plaisir dans sa vie. Et à un moment donné, je suis allée vers son mari, que je connaissais peu. Et je me souviens d'avoir pris ses deux mains en lui disant, c'est intéressant de voir que cette dame-là, en fait, elle n'était pas présente. Donc, ta conjointe, elle n'est pas là, mais elle te souhaite tout le bonheur que tu mérites et d'être enfin heureux aussi avec une autre femme. Et c'est intéressant parce qu'il y avait une amie qui était commune, une amie qui était amie avec ces deux-là, évidemment, qui s'est approchée de lui. Et à ce moment-là, ils étaient amis seulement. Mais elle s'est approchée en lui disant on va prendre le temps de vivre, de décanter cette nouvelle-là. Et par la suite, ils sont devenus amoureux. Ah oui. Intéressant, hein? Oui. Alors, il y a des petits coucous comme ça où c'est important de voir également que la vie continue. Souvent, quand on est endeuillé, quand on vit un deuil, on vit une séparation. Et un deuil, là, c'est pas juste une personne qui décède, là. Un deuil, c'est aussi une situation qui s'arrête, un couple qui se termine, un événement, une amitié quelquefois qui va simplement être reconduit autrement. C'est important donc de voir qu'il y a certaines étapes et le temps va faire les choses, mais en même temps, c'est important de se rappeler des bons moments. On a tendance, nous, quand on fait le deuil, de regarder toute la peine que nous avons. Et pour nous aider là-dedans, ça serait peut-être sage, évidemment, c'est pas toujours évident, mais de se rappeler des bons moments. Alors, les jours heureux, tantôt, dans des petits moments de cafard ou des moments où on a l'impression que la vie est un petit peu compliquée. Des fois, il y a plusieurs nuages dans notre ciel. Moi, un deuil que ça m'a pris longtemps à faire. Quand j'étais jeune, je demeurais dans la région de Québec. Oui. Et c'est une station de radio qui a fermé. Qui devait fermer. Et tout le monde était triste, évidemment. Mais quand c'est ton métier, ça, c'est vraiment un deuil. C'est vraiment... quelque chose qui est cassé. Qui vient de mourir. Oui, tout à fait. Et donc, on peut effectivement le placer vraiment dans plusieurs situations, non pas le décès que d'une personne. Alors, dans ce cas-ci, rappelons-nous des moments heureux. De se rappeler justement des joies et demandons de l'aide. Oui, ça, c'est un bon lien pour parler de nos guides. Parce que souvent, on a l'impression d'être seul. On a l'impression que il y a des moments, c'est un petit peu lourd. On a les épaules un petit peu alourdies, le cœur un petit peu moins joyeux. Et souvent, on va aller prendre les choses un petit peu plus personnelles, évidemment. Donc, c'est là que l'on va prendre le temps de regarder que nous avons des guides autour de nous. Donc, quand on parle de guides, on parle de guidance. Oui, les anges.
Pas tout à fait. Ah, pas nécessairement. Ça revient, oui, mais en fait, il faut se rappeler que nos guides, évidemment, ce sont des êtres qui, on pourrait les appeler des êtres lumineux ou des êtres de lumière. Évidemment, c'est une question de termes, en fait. Hein. Ce sont donc des énergies qui existent, en quelque sorte, qui sont un petit peu différentes des anges. Alors, le royaume angélique ou l'énergie angélique est un petit peu plus vibratoirement élevée que l'énergie des guides. Et on se rappelle que l'on peut reconnaître également, je dirais, la présence de ces anges-là, souvent par une odeur bien particulière. On en a déjà parlé il y a quelque temps de ça. L'odeur de sainteté? Ben non. Non. Mais on appelait ça de même, hein, dans l'Église. Ah oui, ben l'odeur de sainteté, c'est l'odeur où ça sent souvent les fleurs, hein, et ça sent bon. Oui. L'énergie angélique va nous rappeler plus l'énergie, donc, par exemple, de l'odeur de la vanille. Quelque chose qui est très, très sucré, comme un petit gâteau sucré, en fait. Tandis que l'énergie des guides, attention, un guide, c'est donc une personne ou une énergie plutôt qui a déjà vécu au moins une fois sur le plan terrestre. Donc, c'est comme s'ils étaient plus près, donc, du plan de la Terre. Et je dirais que les réalités terrestres, évidemment, ils les connaissent. Alors, c'est important de voir qu'un guide, c'est donc une énergie, une aide, en quelque sorte, qui nous aide à passer certaines étapes. Et autant nous pouvons évoluer en présence de ces guides-là, rappelons-nous que ces guides également évoluent en contact avec nous. Ah, ben ça, c'est la bonne nouvelle. Officiellement, nous avons également, on peut reconnaître plutôt la présence des guides par quelques sensations. Alors, principalement par les odeurs. Alors, on peut reconnaître l'odeur d'un guide. Souvent, ça représente un peu, ou ça semble être comme un parfum, par exemple. Ça peut être un fruit, quelque chose qui va sentir bon. Le jasmin. Si on veut, effectivement. Ça, ça peut être le patchouli, ça peut être, la cerise. Moi, dans mon cas, quand je sens que ça sent le downy, tu sais, le petit assouplisseur, là, oui. Je sais que ma tante Yvonne, qui est un de mes guides, est pas loin. Ah, mais ça, c'est... Oui, puis aussitôt, parce qu'on se rappelle, hein, nous avons une mémoire de goût. On a une mémoire de vue, évidemment, et nous avons aussi une mémoire olfactive. Alors, aussitôt qu'on sent une odeur... Moi, c'est quand je m'en vais dans la région de Québec, l'endroit où je suis né. Oui. Là, c'est incroyable, tout ce qui me revient. C'est ça. Aussitôt, les odeurs nous ramènent, nous projettent. Ça fait longtemps, là. Ça fait 40 ans, là. Oui. Les odeurs ont pu changer, là. Mais on dirait que non. Non, exact. C'est incroyable. Oui, ben c'est extraordinaire de voir que autant nous, en tant qu'humains vivants, et les personnes décédées également, on peut reconnaître la présence de ces personnes-là, quelquefois par une odeur d'objets ou de choses qu'ils aimaient. Alors, on se dit tout d'un coup, ça sent le parfum qui me rappelle un tel, ben parce que cette personne-là, pas nécessairement à côté de nous, mais tout près, ou en fait, du moins pense à nous. Alors, au niveau des guides, on peut vraiment reconnaître la présence de ces guides-là par une odeur qui nous est très agréable et qui va nous permettre de reconnaître leur présence. On a parlé également qu'on pourrait sentir la présence d'un guide en se sentant touché au niveau de la tête et principalement du côté droit, donc de l'hémisphère droit du cerveau. On a dit comme s'il y avait une grosse araignée qui nous marchait sur la tête. Oui, oui. Hein? Alors, la sensation qu'on est touché. On sait qu'on peut reconnaître la présence d'un guide lorsque les heures à l'horloge sont les mêmes. On en a parlé, donc 3h33, 11h11. Et quand les petites aiguilles sont sur le même chiffre également. Mais une musique peut également nous faire reconnaître la présence d'un guide. Alors, dans ce cas-ci, ça peut être, par exemple, j'ai parlé de Sylvie tantôt avec l'arc-en-ciel, mais en fait, sa chanson préférée, c'était, en fait, Les Chats sauvages de Marjo. Et également Stairway to Heaven. Alors, chaque fois, moi, que j'entends cette musique-là, et souvent, intuitivement, j'entends que ça s'en vient là, parce que je suis plus une visuelle qu'une auditive. Alors, je porte pas beaucoup attention, moi, à la musique, par exemple. C'est plus aux choses qui se présentent devant mon regard. Mais c'est comme si intuitivement, je savais que la musique allait jouer. Et chaque fois que j'entends, donc, ces deux musiques-là, dans ce cas-là, je sais que j'ai un petit coucou de Sylvie qui me dit... Un clin d'œil. Oui, exact. Lâche pas, ou on est avec toi, ou je suis avec toi, ou bien je t'aime. Hein? Et alors, prenons le temps de regarder ou de faire des liens. Par exemple, quand on regarde une horloge et que les chiffres sont pareils, quelle est la musique qui joue, par exemple? Ou
une musique qui est préférée ou une musique qu'une personne, quelquefois, que l'on aimait, que l'on peut penser qu'elle est donc très près de nous et qui va, évidemment, peut devenir un guide en quelque sorte. Moi, je me suis fait un ami qui s'appelle Jonathan Livingston, le gars oui. Depuis quelques années. Moi, j'y parle même un peu, si tu veux. Oui. Parce que je sais qu'il est dans une autre dimension, mais je rêve, OK? Et très souvent, le matin, quand je m'en viens travailler, par exemple, ou que je suis sur la route, il y a des goélands autour de moi qui, non seulement ils passent devant moi, mais des fois, on dirait qu'ils m'escortent. Alors, je dis, allô, Jonathan, comment ça va? Alors, ça peut être effectivement la présence de guide qui dit, Jean-Paul, lâche pas, on est là. Alors, c'est important d'y voir ces signes-là. Oui. Et parce que c'est là. Hein, la vie nous parle. La vie se nous met des présences de gens dans notre vie. C'est pas juste des hasards. Ah non, c'est pas juste des hasards. C'est des goélands. Il y en a partout. Il y a plein de restaurants autour. Il ne faisait que passer. Ça donne que c'est là. Ben oui. C'est dommage qu'on ait une pensée comme ça. C'est une pensée souvent qui est linéaire, qui est cartésienne. On est dans sa tête, on essaie de raisonner, donc on est raisonnable. Quand en fait, si on retrouve son enfant à l'intérieur de soi, on peut s'émerveiller de ça. Ça vient de changer. Ça vient de faire une grosse différence, là. Plutôt que de dire, bon, ben oui, ça donne que les goélands étaient là, plutôt que, oh, wow! Mais es-tu d'accord avec moi qu'on doit aussi raisonner les choses, hein? Oui. Mais se garder un pourcentage de... Oui. Ben, en fait, c'est important de voir que l'intuition est aussi un processus mental, en quelque sorte. Ah, ben oui. Parce qu'on a beau le recevoir, le ressentir intérieurement, si on ne l'a pas intellectualisé, ou du moins compris, ou on l'a pas cérébralisé, ben, il n'y aura pas de forme en tant que telle. Donc, ça fait partie de l'être. Et en même temps, on peut clairement, et de plus en plus de gens vont parler à leur guide, vont demander de l'aide. Et de toute façon, est-ce que ce sont les guides qui interviennent ou si c'est nous, en tant qu'intention très précise, qu'on demande de l'aide? Ben, c'est pas important. C'est important de voir que on reçoit. Réaction, exactement. On reçoit parce qu'on demande. Et en quelque sorte. Alors, l'idée donc d'avoir des guides, on en a parlé, mais on parle de façon plus précise aujourd'hui que nous en avons minimum 7. Ah. Un dans chaque plan, en fait. Il y a donc officiellement 7 chakras, oui, mais il y a aussi 7 plans autour de nous. Alors, quand on parle des guides, on parle des 7 guides, le premier, donc, on va parler du guide médical. Ah. Dans le sens que chaque fois qu'on a, par exemple, je dirais, le désir ou le besoin de consulter, par exemple, un médecin, un pharmacien, ça peut être un dentiste, on s'apprête à vivre une intervention chirurgicale, on pourrait demander à ce que notre guide médecin ou notre guide médical puisse en quelque part superviser les travaux ou peut-être même substituer ses mains au travers de celui ou organiser un rendez-vous. Ou organiser un rendez-vous, Jean-Paul. Effectivement. Alors, si on arrive, on sent qu'on a besoin je dirais, de soins médicaux, qu'on a besoin d'une assistance. Alors, on pourrait clairement demander à ce que le guide médical ou le guide médecin puisse à ce moment-là prendre le relais. Au fond, le but, c'est tout simplement de demander. Alors, on parle donc de spécification au niveau des guides. Donc, le guide médecin, guide médical, c'est le premier, ou un des premiers. Le second, on pourrait l'appeler le guide de joie. Ah, ça, je pense qu'on en a tous besoin un petit peu. Alors, le guide de joie, souvent, lorsqu'on sent sa présence, souvent, il va se représenter sous la forme d'un enfant. Comme l'enfant intérieur, en fait. Alors, la plupart du temps, donc, c'est un enfant. Et le fait, donc, d'apporter... souvent, quand on sent que les guides de joie sont présents, on se met à rire. Sans aucune raison. On a l'impression qu'on s'émerveille, on prend les choses avec un grain de sel. Alors, au fond, ce que ça fait, Jean-Paul, c'est que ça élève nos vibrations. Ah. Le fait de rire, le fait de mettre un petit coucou dans notre vie. J'ai reçu en cadeau un petit toutou en fin de semaine que quand tu pèses sur son petit bedon, ça fait bon. En fait, ce matin, c'est ça aujourd'hui plutôt, j'étais un petit peu fatiguée de tout ce que j'ai vécu et juste à peser dessus, le soleil est revenu dans mon cœur. Alors donc, on peut demander la présence des guides de joie. On aura la chance également de découvrir le guide d'amour, le guide alchimique, le guide protecteur, le guide spirituel et le grand maître dans quelques instants. Mais en attendant, on pourra dire, les amis sont comme des étoiles. Tu ne les vois pas toujours, mais tu sais qu'ils sont toujours là.
Nous sommes de retour à La Vie enchantée. Alors, Jean-Paul, on a parlé des 2 premiers guides, le guide médecin ou médical, le guide de joie. Le 3e, vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est, anciennement, on disait les dieux du vent, les dieux du feu, les dieux de... Est-ce que c'est la même chose ou c'est autre chose? Je sais pas, c'est une bonne question que tu me poses, en fait. On invoquait le dieu du vent, par exemple. Oui, ça se peut. C'est des Grecs. C'est possible, effectivement. Grecque, oui, parce qu'on se rappelle que quand même des hiérarchies. Hein? Tu nous as parlé tantôt, guide, ange, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Okay. Guide, en fait, ensuite, c'est tout près du plan terrestre. Le côté angélique, donc l'énergie angélique. Archangélique, donc les archanges. On parle des maîtres ascensionnés. On parle de Dieu, la source, l'unité. Appelons ça comme on veut. Donc, est-ce que c'est un ensemble à qui on faisait référence? Peut-être. On est d'accord, évidemment, que les croyances, on pourrait parler de différentes philosophies où on va peut-être penser autrement. Nous, en tant qu'occidentaux, on parlera des guides, tandis que, par exemple, ceux qui font partie de la tradition hindouiste pourront peut-être parler de différents dieux, mais on sait qu'il y a plusieurs noms. On dit qu'il y a 108 noms à chacun des dieux. Donc, est-ce qu'on parle des anges, des archanges au travers de tout ça, des guides? En fait, ce qui est important dans tout ça, c'est de faire le lien que aucun guide ou aucune aide sera mise en place si à la base, on le demande pas. Ah. Ça. Et ça, c'est le plus grand des respects. Alors, on peut même s'arrêter en disant, mais est-ce que ce sont les guides? Est-ce que ce sont les anges ou certaines déités, Dieu, saints, à qui on fait la demande, qui automatiquement, c'est grâce à eux que les choses se mettent en place? Ou c'est parce que j'ai tellement mis d'intention et d'intensité dans ce que j'ai demandé qu'au fond, je me suis arrangée pour l'attirer? C'est pas important de se dire plus ce qu'il faut. Ce qui est important, c'est que on demande de l'aide et on l'a, notre aide. Combien de personnes cherchent leurs clés? On demande le guide des clés. Moi, je demande l'ange des clés plutôt. Le guide donc des clés ou l'ange des clés. L'ange qui trouve les choses. Oui. Puis souvent, sinon, dans les minutes qui suivent, on est inspiré à aller à un endroit. On va, par exemple, dans un endroit, à Montréal, par exemple, ou ailleurs, dans un stationnement, il y a plein de gens. On pourrait demander le guide du stationnement, à la limite l'ange du stationnement, mais ça marche à chaque fois. Certains auditeurs, quand on va à Montréal, on les appelle avant. Important. Oui, en fait, on les appelle en sortant de la maison. Oui, parce que on prend pas de chance. c'est compliqué. On donne un peu de temps. Ma mère, je me rappelle ce qu'elle faisait quand j'étais tout petit, quand elle cherchait quelque chose dans la maison, elle laissait tomber son chapelet sur la table. Non. Et là où le crucifix pointait, si tu veux, c'était dans cette direction-là. Puis ça marchait tout le temps. Ben voyons donc, maman faisait de la voyance avec un chapelet. Ah oui? C'est extraordinaire. Non, mais pour vrai, là, c'est pas une blague. Parce qu'au fond, là, nous savons... Mais c'était des traditions, qu'elle avait appris quand elle était jeune. Sa mère devait le faire, et puis... C'est intéressant, hein? Alors, ça marchait, c'est ça. C'est certain que ça marche. En fait, on peut également demander aux enfants, tranquillement, de pouvoir demander à un guide. Ils les voient, ces êtres-là, ou ces énergies-là, où ils peuvent facilement les sentir. Donc, mais c'est la première fois que j'entends ça avec le chapelet, Jean-Paul. C'est intéressant, hein? Oui, d'ailleurs, j'en ai plus de chapelet. Oui, on peut en trouver, par exemple. Ça se trouve encore. Où on achète un chapelet? Il y a plein d'endroits, entre autres. À l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, c'est vrai. Entre autres, tous les endroits de culte, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Anne-de-Beaupré. Et peut-être dans certaines librairies où on vend des trucs de boules de cristal ou des trucs comme ça, ça doit exister encore. Non, ça existe encore, c'est certain. Et c'est intéressant de voir que sur le chapelet traditionnel, il y a 54 petites billes. Tandis que sur un mala tibétain, il y en a 108, le double. Ah, oui. Alors, ça aussi, c'est intéressant de voir que les cultures sont différentes, Jean-Paul, mais tout se retrouve vers la même chose également. Alors, on parle de notre troisième guide, qui est le guide d'amour. Ah, ben oui. Ah, ben oui, lui, il est important. C'est-tu Cupidon? Ah, peut-être, hein? On ne sait pas s'il y a des petites ailes. Mais le guide d'amour, donc évidemment, on s'en rend compte, c'est dans un but de trouver peut-être l'amoureux ou l'amoureuse de sa vie, donc une relation amoureuse qui pourrait se présenter. Ça pourrait être également pour une amitié, hein? Puisque l'amour, ça fait partie de l'amitié, ou l'amitié fait partie de l'amour. Et évidemment, ça pourrait être dans un but de recréer un petit peu plus d'amour pour soi. Alors, si dans une certaine époque, une certaine période de notre vie, on a l'impression que, on s'est laissé un petit peu tomber, on n'a pas nécessairement été présent à ses besoins, pour bien des raisons, hein, on pourrait faire appel au guide d'amour, justement, dans un but de, si on vit des choses pas très évidentes autour de nous, on
est un petit peu, pas coupable, mais responsable de ça. Alors, le guide d'amour, donc pour l'amour de soi et évidemment amitié et relation amoureuse. On parlera de notre guide, donc qui est le 4e, qu'on parle du guide alchimique. Lui est un petit peu différent que le guide médecin ou médical. En fait, le guide alchimique, qui dit alchimie, dit en fait, je dirais, une circulation de substances à l'intérieur de nous. Hein? On sait que c'est un mélange de produits qui fait l'alchimie. Alors, on parle d'alchimie pour réparer le corps, régénérer les cellules, et il travaille principalement quand on dort. Alors, si par exemple, on a l'impression qu'une mauvaise grippe commence à vouloir s'attaquer à nous, ou qu'on est très fatigué, qu'on a besoin de récupérer, ou un petit mal de gorge, mal de tête, peu importe, quels que soient les inconforts que l'on peut vivre, le guide alchimique peut facilement entrer en contact. Donc, en fait, nous aider. Hein. Souvent, certaines personnes disent, mais j'ai l'impression que je dormais, puis on travaillait, hein, je sentais qu'on travaillait sur moi, je sentais des frissons ou un petit massage alchimique, en fait. Alors, le guide alchimique nous amène la réparation du corps et régénère les cellules. On a également le guide protecteur, qui est en fait amène la protection, ça va de soi, le nom le dit, mais aussi une situation où il peut y avoir un danger quelconque. Ça peut être sur la route, par exemple, où on sent qu'on a besoin donc de protection, ça va de soi. Au fond, on a 7 guides, on est rendu au 5e, mais c'est important de se rappeler que lorsqu'on vit une situation, je dirais plutôt corsée, ou tendue, ou une situation bien présente qui se rajoute sur ce que l'on vit, on pourrait avoir la présence d'un guide supplémentaire dans un but de nous aider à passer au travers plus facilement. Et souvent, ce guide-là, en fait, cette énergie-là, pourrait avoir déjà vécu une expérience similaire. Exact. Alors, ce qui fait que ça pourrait amener donc cette énergie guidance-là à évoluer et à mettre en pratique, donc à partager des connaissances, mais également à nous aider à évoluer. Et une fois que nous avons passé l'étape, souvent ce guide-là va se retirer, tout simplement. Alors justement, avant de passer à nos 2 derniers, on nous dit, mais est-ce qu'on a nos guides toute notre vie? Oui. En général, oui. Puisqu'il y a eu des choix d'âme, des choix au moment où on s'incarnait, où on se préparait à s'incarner, donc d'avoir de l'aide, de l'assistance avec nous. Ça peut être également, où on le dit, certaines personnes décédées qui, au travers de leur expérience de vie, deviennent des guides pour nous. Alors dans ce cas-ci, ça fait évoluer également les choses de façon intéressante. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'un guide, normalement, va nous suivre du début jusqu'à la fin de notre évolution terrestre. Mais il est possible qu'en chemin, quand les expériences sont vécues, qu'elles sont bien approfondies, que le guide, finalement, ait fait son travail et se retire tout simplement. Intéressant. Il y a même des fois, on a l'impression que nos guides nous ont laissé tomber. Ils nous ont pas laissé tomber. Quelquefois, on a des expériences à vivre par nous-mêmes dans un but de réaliser que nous avons cette force-là. Mais il n'y a rien qui nous empêche de leur demander de l'aide, bien entendu. Alors, c'est leur job, hein, je pense. Ça leur rend service, que j'ai déjà entendu dire. Et surtout qu'on ne dérange pas. Hein, parce que certaines personnes disent, là, je ne suis pas pour déranger. Non, vous ne les dérangez pas. Ils sont payés pour ça. Je ne sais pas s'ils sont payés, Jean-Paul, là, mais... Mais en fait, ça fait partie de l'évolution humaine et de leur évolution aussi. Notre 6e guide, on parle du guide spirituel. Alors, le guide spirituel, il est souvent là pour développer nos facultés psychiques, en fait, principalement le 3e œil et la 3e oreille. En fait, dans un but, en quelque part, d'être un petit peu plus télépathe, ou du moins, être à l'écoute, que la vie nous parle tout le temps. Sommes-nous à l'écoute? Voilà la question. Et évidemment, qui dit guide, dit aussi, dans toute équipe, il y a toujours un guide spécifique. Hein. Il y a toujours un leader, il y a toujours un capitaine. Et c'est lui qu'on appelle le grand maître. Donc, le guide, le grand maître, qui est en fait le chef des guides, plutôt quand on est un petit peu plus, entre guillemets, avancé, attention, quand on est en mesure de pouvoir être à l'écoute. Hein? Plusieurs personnes, par exemple, vont sentir qu'ils ont intuitivement une guidance et vont faire leur tête, puis quelques temps après, se disent, je le savais. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me semblait aussi. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, quelquefois, on n'a pas nécessairement entendu ou écouté cette guidance-là, donc la voix de nos guides à l'occasion. Et dans ce cas-ci, quand on est de plus en plus à l'écoute, donc c'est ce qu'on dit avancer, on peut carrément communiquer directement avec lui ou lui communiquer avec nous. Donc, souvent,
On se rappelle qu'on peut avoir un petit titillement dans l'oreille droite, l'espèce de souffle également. On peut l'entendre intérieurement, à la hauteur du cœur. Mais dis-moi, comment concrètement on fait la demande? C'est ça. C'est exactement vers où je m'en allais, Jean-Paul. Okay. Merci. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans un état de prière, de recueillement. Non, on peut demander comme on se parle là. Okay. Bon, là, je demande un guide de merci ou à mes guides. On le verbalise? On peut le verbaliser, comme on peut télépathiquement en parler, mais on se rappelle que quand on parle, notre subconscient l'enregistre, donc ça peut peut-être nous confirmer le tout. Quand on va magasiner, par exemple, et qu'on a un endroit bien précis ou quelque chose de bien précis qu'on cherche, on peut demander le guide pour trouver ce dont on a besoin. Ah, ben tiens, je suggère ça aux femmes, tiens. Au lieu que parce que les femmes, quand ils vont au centre d'achat, on marche beaucoup, hein? Jean-Paul. Il y a des hommes qui ont un côté féminin très, très développé et qui magasinent aussi beaucoup. Bon, OK. Mais effectivement, on pourrait parler donc du guide du magasinage. Et pourquoi pas, de façon hiérarchique, demander... Conduis-moi... Oui. À l'aubaine. Non, mais c'est vrai. Mes enfants m'aiment beaucoup magasiner avec moi. En fait, ce sont des adultes maintenant, mais c'est vraiment, tu as toujours le don de trouver des choses que l'on cherche à des prix que l'on veut payer. Ben oui, mais c'est le guide et l'ange du magasinage qui m'aide là-dedans. Alors, évidemment qu'on en a tous, hein, on a tous cette aide-là, et elle est, attention, rappelons-nous, infinie. Il n'y a pas de limite à nos demandes. Il n'y a que les limites que l'on se donne. Alors, que l'on sache très bien qu'on n'a pas... je ne peux pas déranger, je vais encore demander. Oui, demandons et nous recevons. Et plus on reçoit, plus on devient quelque part. Un exemple, souvent, quelques élèves disent, bon, je suis rendu comme Joanne, je demande un ange de... Et ça marche. Mais oui, ça marche. En fait, on ne met pas en quelque part on met pas toute notre énergie sur des tracas, des soucis en tant que tels. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour des guides, on les résume ainsi. Oui. Le guide médical ou médecin, le guide de joie, le guide d'amour, le guide alchimique, le guide protecteur, le guide spirituel et le grand maître. Il y a plein de bons volumes qui existent également où on peut aller un petit peu plus loin là-dedans. Oui. Et évidemment, sur le site lavienchanté.com où on pourra réentendre l'émission. Ça, c'est ton site, ça. Et c'est le site pour les émissions, pour la diffusion des émissions. Alors, on peut réentendre et réécouter les émissions que auxquelles nous participons. Et également, toutes ces petites phrases inspirantes que je lis également. Et il y aura toute cette information des guides également qu'on pourra retrouver. Il y a également dans quelques dodos, donc le lancement officiel du livre Médium un jour. Officiel à Laval en tant que tel. Donc, c'est au rendez-vous des aînés. Donc, à Laval des Rapides, tout près d'ici, du studio de radio. Alors, plusieurs auditeurs et auditrices ont déjà fait la réservation puisque c'est important, Jean-Paul, de réserver. Oui, parce qu'on a quand même... Est-ce que tu as une adresse? Un nombre limité. En fait, à la base, c'est important donc d'aller de départ sur le site joannelazur.com. Mais les gens qui n'ont pas Internet, là, ça arrive, là? Ben oui, à ce moment-là, ils peuvent nous rejoindre sur le téléphone, en fait. Donc, sur le 438-882-0806. Le lancement, donc, se fait au rendez-vous des aînés, 10 rue Prououest. C'est à Laval des Rapides. Donc, ça sera une... Prououest. Ça fait Prououest. Les prouesses du matin. Ça sera donc... Oui, c'était pour notre ami Jacques Proulx, que nous aimons. De qui on pense? On pense beaucoup à lui dernièrement. Oui, moi, je pense souvent à lui. Oui, moi aussi. Alors, un petit coucou à notre ami. Oui. Alors, en fait, l'idée, donc, c'est de pouvoir se rendre compte que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Et pour moi, c'est un petit moment, donc, de faire une petite célébration et de dire merci aux gens. Alors, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, Jean-Paul, notre ami John Lennon, qui nous rappelle que lorsque je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être lorsque je serai grand. Et j'ai répondu, je voudrais être heureux. Alors, ils m'ont expliqué que je n'avais pas bien compris la question. Et je leur ai répondu, vous n'avez pas bien compris ce que la vie voulait nous dire. Alors, je vous souhaite tous d'être heureux, de mettre de la joie dans votre cœur. Profitez du mois de novembre pour dire merci également. Et Jean-Paul, c'est toujours un plaisir et un bonheur de partager. Merci, Joanne. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine! Cette émission est une production de Radio Mieux-être.